Écoutez, maintenant, la journée avance. Vous avez été très patiente, très discipliné. On en arrive maintenant à avoir une conversation sur la perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux face au constat puis l'annonce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, j'inviterai Mme Julie Couture, qui est directrice de la recherche et de la coordination interne au ministère de la Santé et des Services sociaux, et Carole Jabet, qu'on connaît tous et toutes, se joindre à moi, puis on va avoir une conversation avant de clore la journée. Alors, Carole, vas-y. Que je commence, hein? OK, ben, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans la journée que je suis une éponge, je vais vous le démontrer. C'est pas orchestré, c'est une conversation d'abord pour commencer. Je vais laisser l'occasion à Julie, bien sûr, de se présenter. Les questions n'ont pas été préparées du tout, mais je vais en voler quelques-unes à Guy. Voilà l'éponge, parce que je les trouvais fort pertinentes. Mais pour commencer, peut-être, Jean-Pierre, moi, vous nous connaissez maintenant, mais vous ne connaissez pas Julie. Puis je suis tellement contente de la voir parce qu'on se parle souvent, on travaille super bien ensemble, mais elle est souvent discrète. Alors Julie, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, non pas ce que tu fais dans la vie, mais si ça te tente, vas-y, mais quels sont un petit peu tes mandats puis tes tâches? Bonjour à tous, ça fonctionne? Oui. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, Julie Couture, je suis directrice de la recherche au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça fait déjà 14 ans que je suis au ministère. Donc, un background plus en sciences fondamentales, biochimie, métabolisme osseux. Ensuite, j'ai intégré le ministère. En fait, au ministère de la Santé et des Services sociaux, on ne fait pas de recherche directement, mais on développe de la recherche, que ce soit les infrastructures de recherche des établissements du réseau, les désignations universitaires. On développe aussi des projets de recherche en réponse à certains besoins de connaissances du ministère, principalement dans l'organisation des services. Donc, et aussi, bon, on vient soutenir l'organisation de la recherche dans les établissements du réseau, donc avec la table nationale des directeurs de recherche là, que j'anime régulièrement. Et donc, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres ministères qui tournent autour de la recherche ou à l'enseignement supérieur, ministère Économie, Innovation et principalement les fonds de recherche, là, surtout santé et société culture avec qui on a plus de liens, un peu nature technologie aussi de temps en temps. Donc, c'est ça, c'est un programme assez vaste. Donc, on couvre l'éthique, la recherche clinique, les infrastructures, recherche santé sociale, santé publique. Et aussi, là, bon, on a beaucoup de partenariats interministères qu'on essaye de développer de plus en plus. Là. On en parlait tantôt avec Jean-Pierre qui nous disait, bon, c'est pas évident la communication entre les ministères. Mais il y a certaines occasions qui nous permettent de le faire, entre autres des actions concertées avec les fonds de recherche qui impliquent plusieurs ministères et différents autres partenaires qui nous permettent de développer des questions de recherche plus larges et plus intersectorielles. Merci Julie. Jean-Pierre, si tu me permets, puis ça va être une question à vous deux, puis je l'ai dit, je vais un petit peu emprunter. Alors, la première question, on a entendu plusieurs présentations aujourd'hui, la table ronde qui vient tout juste d'être animée. Ce que vous retenez en une minute de cette journée dont Jean-Pierre dit qu'elle est marquante, les mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Jean-Pierre, tu veux commencer, Julie? Moi? Ouais, vas-y, commence. Moi, je pense, je m'avais entendu le dire à plusieurs reprises aujourd'hui. Moi, je suis un vieux chercheur. Puis, il y a un legs, là, il y a un cadeau qu'on doit faire à la population, c'est qu'elle se donne les moyens de prendre en main sa santé. On vient d'avoir un panel où Guy mentionnait que parfois, il y avait l'impression d'être une plante verte sur certains comités. La santé, c'est bien plus que gérer la maladie qui est absolument nécessaire. Vous savez, l'espérance de vie qu'on a au Québec, elle est spectaculaire, bien meilleure que celle des Américains qui sont très, très loin puis qui pourtant investissent beaucoup plus que nous dans leur système de gestion de la maladie. Pourquoi? Parce qu'au moins ici, les inégalités sociales, bien qu'elles sont présentes,
Vous êtes pauvre, vous allez avoir des pontages ortho-coronariens, vous allez avoir accès aux meilleurs neurochirurgiens, aux meilleurs chirurgiens cardiaques, ce que l'Américain pauvre n'a pas nécessairement. Alors, on peut être fier de ça. On a quand même une espérance de vie qui est avantageuse. Cela dit, ben, on est plusieurs décennies à être malade avant de... Et là, c'est là où le système est complètement saturé, puis on l'a vu durant la pandémie qu'on a vécue. Donc, on a besoin d'aller en dehors, puis on l'a entendu à moult reprises aujourd'hui, on a besoin de soulager ce système de gestion de la maladie si on veut s'assurer que toute la population y aura accès. Puis pour ce faire, bien là, on doit adresser ce que nos sociologues nous apprennent, les enjeux sociaux, ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le panel, les inégalités sociales. Et là, bien, évidemment, on en parlait tout à l'heure, Julie, bien, il faut aller au-delà du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a de la recherche que vous essayez d'animer pour répondre à des enjeux, mais encore une fois, on aura besoin de... Finalement, là, je ne veux pas être provocateur, mais c'est un projet pour notre premier ministre, bien plus que pour le ministre de la Santé, un projet de société qui vise la santé durable. Julie, rebondis avec ça. Tu sais, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'on va loger le ministère de la Santé chez le Premier ministre? Tu n'es pas obligé d'aller là. Mais qu'est-ce qui te marque, sachant que toi, tu es vraiment au cœur de ce ministère qu'on interpelle, puis des établissements, pas juste le ministère. Donc, qu'est-ce que tu retiens? Oui, ben notre travail à nous, c'est un peu aussi un travail de coordination et de concertation avec les différents volets du ministère. On est plus dans une direction transversale. Puis ce que j'ai retenu beaucoup, entre autres du dernier panel, c'est l'importance du partenariat citoyen, patient, clinicien, de tous les intervenants. Et aussi le défi du transfert de connaissances. Puis de comment amener la connaissance aux bonnes personnes, aux décideurs, aux citoyens pour, dans le fond, que le citoyen puisse davantage prendre soin de sa santé, que le politicien ou que le décideur puisse aussi baser ses décisions sur les données probantes. Puis, dans le fond, nous, c'est aussi un élément sur lequel on veut travailler très fort là, sur le transfert de connaissances au cours des prochaines années. Donc, on a entre autres lancé une communauté de pratique en sciences de l'implantation, transfert de connaissances pour travailler avec nos établissements, avec nos partenaires, essayer de faire, dans le fond, développer ces éléments-là au cours des prochaines années. Donc, je pense qu'il y a encore plein de défis. Mais c'est ça, je pense qu'il faut travailler le plus possible ensemble, même y mettre le temps, y mettre l'effort, puis le valoriser aussi. Carole, tu m'as déjà entendu dire, bon, tant qu'il n'y aura pas de critères d'évaluation pour le transfert de connaissances, ben on va avoir de la misère à inciter les chercheurs, ça va être plus sur une base volontaire, on a moins d'incitatifs à le faire. Donc, je pense que le panel précédent a aussi amené cet élément-là. Que je me retrouve interpellée encore une autre fois. Décidément, il va falloir évoluer encore plus vite au fond de recherche du Québec. Puis Jean-Pierre intervient dans les questions, mais j'en ai une autre, et puis peut-être une qui nous concerne, puis peut-être raconter avant de poser ma question, c'est expliquer un peu comment on travaille, parce que ça pourrait paraître non connu ou opaque. Comme j'aime souvent à dire, Julie a fait partie de mes meilleures amies. Je suis même pas sûre qu'elle le sache, mais elle fait vraiment partie de mes meilleures amies parce que on a vraiment à la fois des investissements, puis il faut de l'argent, ça a été dit tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup de programmes, d'actions, d'orientation qu'on fait ensemble ou qu'on fait dans les mêmes situations ou les mêmes endroits ou avec les mêmes personnes. Donc on est vraiment amenés l'une et l'autre à travailler main dans la main, puis je pense que c'est absolument nécessaire et souhaitable. Donc moi je suis très contente de ça. Alors maintenant je vais poser la question, puis on verra si elle me la repose après.
près. Comment est-ce que tu penses que nos organisations peuvent soutenir cet agenda, cette entreprise de santé durable qu'on a vu? Puis tu sais, si on avait 3 changements à mettre en place dans l'année qui vient et celles qui suivent, lesquels te viennent en tête où tu te dis il me semble que ça, on devrait travailler sur ça? Ben, écoute, un qui me vient plus rapidement en tête, c'est de favoriser le développement de la recherche partout sur le territoire. Dans notre table nationale des directeurs de recherche, on a déjà 25 établissements sur 34 qui ont un directeur de recherche, puis d'autres établissements qui ont aussi des projets de recherche, mais qui n'ont pas de directeur nommé spécifiquement. Donc, il se fait de la recherche un peu partout dans le réseau, sur tout le territoire. On a même des demandes là, qui viennent des Bay James, Terre-Crie, donc de plus en plus de recherche en partenariat avec les communautés autochtones aussi. Mais je pense que de développer la recherche, c'est un peu ce que le RISUC fait aussi là, avec les universités du Québec. Je pense que ça, c'est un élément qui va être important, puis de reconnaître cette recherche-là qui est faite pas uniquement dans les grands CHU, mais qui est faite partout avec la population. Ensuite, comment on y arrive? Ben, effectivement, de donner aussi, de valoriser dans les établissements de santé, c'est-à-dire permettre de dégager peut-être du temps clinique pour participer à des activités de recherche. Souvent, les cliniciens ont peu de disponibilité, c'est plus ou moins valorisé. Des fois, ça dépend de la direction d'établissement. Donc, de faire en sorte de venir soutenir ce dégagement de temps clinique. Puis bon, c'est un élément qu'on va prendre, entre autres, en compte dans les nouveaux modèles de financement à l'activité. On a réussi à travailler avec notre direction générale des finances pour amener le volet recherche-enseignement dans le financement du coût par parcours de soins. Donc, c'est aussi un élément là, qui va permettre que participer à des activités de recherche, ça ne sera pas une dépense ou un coût nécessairement, mais il faut l'amener plus comme un investissement pour l'établissement. Ensuite, au niveau de la qualité des soins et des services, je pense que c'est aussi, là, dans le fond, en lien avec le financement, c'est souvent à partir de projets locaux d'amélioration de la qualité que des projets de recherche vont naître, qu'on va aller chercher des données préliminaires. Donc, de soutenir un peu aussi ces éléments-là, je pense que ça va être intéressant. Merci. Comment, là, ce que je viens d'entendre, c'est une bonne nouvelle, parce que vous savez, encore une fois, je suis assez vieux pour me rappeler que quand j'ai commencé ma carrière, le milieu des années 80, dans les hôpitaux universitaires, la recherche faisait partie intégrante là, de la pratique clinique. Donc, il y avait un certain temps puis des ressources qui c'était normal, finalement, dans le cadre des activités cliniques pour répondre à des questions qu'on pouvait faire de la recherche, alors qu'à un moment donné, le système s'est épuré de ça. Puis là, ben, le personnel clinique a plus le temps à consacrer là, pour permettre à répondre à des questions, des questions cliniques très, très concrètes. Dans l'écosystème, justement, de ces grandes organisations prestataires de services de santé, on a des hôpitaux ou des organisations de médecine plus spécialisées, mais on a des organisations comme celles qu'on a eues ce matin qui sont associées à la chaire, des CIUS, qui ont des responsabilités de santé des populations. Vous savez, au CIUS de la capitale nationale, on a plus d'une trentaine d'organisateurs communautaires. C'est absolument fantastique, là. Il y a une opportunité là, de travailler avec les communautés puis les citoyens pour comprendre des phénomènes puis répondre à des questions. Je sais qu'on est peut-être... c'est peut-être prématuré, cette question-là, pour le moment, mais il y a une véritable opportunité là, de travailler avec les communautés pour comprendre des phénomènes. Puis, en passant, les collègues suisses qui vont être associés à la chaire appellent ça de
de la santé publique de précision. Là. Ils sont capables, vous avez vu, Dr Lamarche a montré des cartes de la Ville de Québec là, avec désert alimentaire et qualité alimentaire. Bon, on pourrait faire de la même chose aussi en termes d'avoir une connaissance fine là, de différents enjeux sociaux reliés à des enjeux de santé sur le territoire. Là, je sais bien qu'il va y avoir des enjeux de gestion des fameuses données, puis on sait que vous êtes là-dedans passablement. Je ne sais pas si vous allez faire un commentaire là-dessus. Bien, en fait, c'est ça. Là, on se rappelle que les données, c'est un cheval de bataille des chercheurs depuis plusieurs années. On y arrive finalement là, avec le projet de loi 3 qui, bon, si tout va bien, devrait être adopté dans les prochains mois. Mais dans le fond, on travaille là-dessus quand même depuis plusieurs années pour y arriver. Puis je pense que cette démocratisation-là, ou le fait de rendre les données plus accessibles, va aussi aider énormément la recherche, permettre d'avoir des meilleurs portraits de population, aussi de croiser des données, pas juste de santé, mais d'enseignement, de revenus de différentes sources pour permettre de mieux comprendre la population puis mieux répondre à ses besoins. Là, je sais que Guy va être content de ma question. Guy, je la pose pour toi. Est-ce que dans la réflexion sur, justement, de dire on a besoin de bâtir cet écosystème apprenant, non seulement en service de santé, mais en santé, est-ce qu'il y a considération pour mettre les citoyens dans la gouvernance de ces modèles-là? Parce qu'on entend ça souvent, là, ben oui, il faut se connaître, on doit se connaître, on doit avoir le tableau de bord. Thomas, il a fait allusion tout à l'heure, à un moment donné, vous avez eu des discussions à l'effet de qu'est-ce qu'on devrait avoir, quels sont les indicateurs qu'on devrait développer. Est-ce que les citoyens sont impliqués dans cette réflexion-là en ce moment ou c'est quelque chose qui va venir? Bien, je ne pourrais pas me prononcer pour l'ensemble du ministère. C'est sûr que nous, quand on lance des initiatives de recherche, de plus en plus, je pense systématiquement, c'est de la recherche en partenariat qu'on promouvoit. Puis même dans l'élaboration du programme, on a des patients partenaires. On travaille beaucoup avec l'unité soutien, entre autres. Mais même dans des programmes autres, on essaye toujours d'insuffler cette philosophie-là de système de santé apprenant. Puis outre nos partenaires, je pense qu'il faut que ça devienne partie prenante de notre façon de penser au ministère, le système de santé apprenant puis le partenariat. Donc, je pense que... J'ai peut-être une autre question, puis après on pourrait peut-être voir dans la salle si vous avez des questions pour l'un d'entre nous ou Julie. Julie, quand tu t'en vas dans ta statutaire, j'imagine, tu sais, une fois toutes les 2 semaines que tu vas voir ton directeur ou ta directrice, c'est quoi les priorités pour lesquelles on te demande de trouver des solutions. Puis j'en suis sur les priorités des établissements, les priorités de santé. Donc, quel est l'agenda de discussion auquel tu dois contribuer? Et la raison pour laquelle je pose cette question, parce que je pense qu'on a tous une assez bonne idée de ce que ça va être, c'est comment est-ce que nous pouvons collectivement, avec l'agenda de santé durable que vraiment on a commencé à développer, qui se développe maintenant depuis plusieurs années et puis qu'on soutient d'autant plus, comment on peut t'aider dans ces priorités-là qui te sont demandées à toutes les 2 semaines ou presque? Ben, écoutez, personne ne va être surpris de savoir que la rareté de main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre est un facteur vraiment important qui est très d'actualité. L'accessibilité aux soins aussi, ça passe aussi par le fait que si les gens sont davantage en santé, vont moins consommer de services, donc les services vont être donnés aux personnes qui en ont besoin. Je pense que, dans le fond, c'est ce qui est très important. Oui, l'innovation, il y a l'innovation technologique, mais il y a aussi l'innovation sociale, l'innovation citoyenne, comment on fait les choses différemment. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture actuellement sur comment avoir des idées qui sortent un peu des sentiers battus pour venir appuyer le réseau là, qui a plusieurs problématiques. Puis comment, dans le fond, la recherche peut venir soutenir cette réflexion-là.
Il y a des éléments qui ont été déjà étudiés, puis des chercheurs qui ont des idées vraiment novatrices qui peuvent nous aider là. Donc j'entends beaucoup d'ouverture justement à se faire influencer dans tous les projets, les actions qui vont être développées. Puis tu me diras si je vais trop loin, mais j'entends de l'ouverture à recevoir cette innovation qui vient hors réseau, puis qui va pouvoir faire de la liaison avec le réseau aussi, là. Oui, bien, si vous avez lu le plan santé, l'innovation est un des éléments importants, mais c'est ça, pas seulement l'innovation technologique, je pense que l'innovation dans l'organisation des services, dans l'organisation des soins. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture au niveau du ministère, là. Bon, il y a ceux qui veulent nous contacter, on est ouvert. Puis, ben, il y a des projets qui nous sont soumis quand même régulièrement, là. Donc, certains connaissent un peu plus notre adresse, mais que ce soit par l'intermédiaire d'appels à projets ou des projets qui nous sont déposés, je pense qu'on est ouvert à les analyser. On essaie de mettre les bonnes personnes autour de la table aussi pour avoir une perspective plus globale. Puis on soutient, dans le fond, les projets qui nous semblent les plus prometteurs. Je crois que ta présence aujourd'hui démontre en tout cas de l'ouverture parce que c'est pas si souvent qu'on a la chance de t'accueillir. Et puis je pense qu'on voit aussi la transparence avec laquelle tu es capable de partager et les priorités et les orientations. Donc je pense que c'est apprécié. On a du temps pour une ou deux questions, si tu es d'accord, Jean-Pierre, mon acolyte. Oui, absolument. Et bonjour. Donc, voilà, je suis le cycliste ou la personne qui est venue en vélo. Je suis probablement la personne qui sent le plus du contexte actuel des autres personnes qui sont ici. Je suis venu en type bénévole. Donc, l'organisme que je représente, ben, il fait 10 000 $ par année. Donc, je suis venu par une journée de congé. Donc, j'ai passé ma journée de congé avec vous. Donc, voilà, bonjour. Il y avait quelque chose quand même qui me choquait depuis le début, pas choquait, genre qui me tricotait. Je pense que j'ai envie de le trouver. C'est le mix de santé durable et capitaliste. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où on exploite des ressources, on exploite aussi des gens, on accumule du capital, et puis après ça, nous avons tous les organismes communautaires qui récoltent ceux qui sont échappés par ce système, ou que ce système ne prend pas en force ou avec lui parce qu'il n'est pas rentable, donc il tombe. Donc là, en ce moment, on est en train à ma perception, de trouver des mécanismes qui permettent de faire sauver le capitalisme et d'essayer de trouver des soutiens, de faire développer pour que tous les gens puissent fonctionner quand même, malgré le fait que le capitalisme est une accumulation du capital. On devrait peut-être trouver de l'innovation, pas dans la technologie, effectivement. Je ne crois pas que parce que trouver de la technologie, ça demande d'exploiter encore des ressources, mais de revoir un peu notre système de base qui serait plus pas axé sur l'extraction des ressources et l'accumulation du capital, mais de le travailler sur la valorisation de la terre et de travailler ensemble et non l'exploiter. C'est vraiment ailleurs de la discussion, j'en suis pleinement conscient. Non, je m'excuse de vous interrompre, mais vous n'êtes vraiment pas ailleurs, vous êtes en plein dans des enjeux de santé durable, qu'on a besoin de repenser notre modèle socio-économique qui est en train de détruire la planète. Vous êtes en plein dedans. Ouais. Après, travaillons ensemble, on va vous écouter avec beaucoup d'humilité, comme on va écouter tous les citoyens pour développer ensemble des solutions. Voilà. Vous n'êtes vraiment pas ailleurs. Bien, merci. Je pense que c'est important de nommer les choses et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez nommé ce problème qui est le capitalisme. Je pense qu'on tourne autour du pot. On est bien gentil, bien cool entre nous, on se trouve des solutions, mais le problème central reste quand même notre système économique qui est basé sur l'extraction des ressources et l'exploitation aussi des plus vulnérables. Donc, en ce moment, on a des beaux ordinateurs qui nous ont permis de faire des projections, mais ces ordinateurs-là sont aussi construits par des mondes qui sont plus vulnérables que nous, qui nous permet de nous aussi, en tant que Nord-Américains, d'avoir une meilleure vie de qualité, mais toujours au détriment des plus vulnérables.
Donc, c'était le Écoutez, point. on reçoit ça. Puis vous avez entendu M. le maire aujourd'hui. Dans une démocratie, on va écouter très attentivement parce qu'on va faire avec vous. Alors, on va vous écouter très, très attentivement. On vous invite à vous impliquer dans les activités de Vitam et de la chaire. On va vous écouter très attentivement. Merci. Parfait. Merci. J'ai une question pour Mme Couture. Lorsque vous dites que quand vous analysez les projets, là, il y a plusieurs personnes autour de la table pour analyser les projets qui sont émis, qu'il faut que vous décidez d'aller de l'avant. C'est qui les personnes qui sont là autour de la table? Est-ce qu'il y a des personnes, différents types de personnes? Bien, c'est sûr que ce que j'évoquais, c'est davantage au niveau des directions ministérielles qui couvrent les différents secteurs d'activité. Mais je comprends dans votre question, est-ce qu'il y a des patients, des cliniciens, des acteurs communautaires? Puis ça, effectivement, c'est peut-être une de nos lacunes dans l'analyse de nos projets. On le fait davantage dans nos programmes en partenariat où là, c'est systématique. Quand on analyse les projets à l'interne, c'est vraiment à l'interne du ministère, mais ça inclut les différents champs de pratiques, là, que ce soit services sociaux généraux ou dépendance, itinérance, ou peu importe là, la thématique qui est couverte. Là, donc, on essaie d'avoir les personnes qui connaissent le mieux ces milieux-là pour être en mesure d'analyser les projets. OK, parce que ces projets-là, dans le fond, ils touchent la population. La population, c'est comme si on parle d'itinérance, ça touche l'itinérance, mais il pourrait avoir des gens qui sont sur le terrain qui viendraient. Mais là, c'est pas ça présentement. Mais ça pourrait être. Oui, actuellement, je vous dirais que pour les projets qu'on reçoit directement, c'est pas nécessairement le cas, mais c'est pas une mauvaise idée d'y penser, effectivement. Mais c'est pas pour vous embêter, là. C'était vraiment une question d'ouverture. Non, mais ça fait réfléchir, effectivement. Vous avez raison. Merci d'avoir répondu. On a écoulé notre temps. S'il n'y a pas d'autres... Non, vous aviez une question, un commentaire, et je ne vous avais pas vu. Donc, allez-y, parce que j'allais dire, s'il ne reste pas de questions, de commentaires, on arrête, mais s'il y en a un, on le prend. On est là pour écouter. Je viens juste d'arriver, là, c'est ça. Dans le fond, c'était pour dire, là, je suis travailleur de la santé, OK? Travailleur de terrain, là, vraiment, là, pas dans les bureaux, pas au niveau gestionnaire. C'est souvent une des problématiques. On en parle avec nos clients directs. On en parle avec les gens qui nous côtoient, notre famille, tout ça. On sent qu'on n'a pas d'écoute. On n'a pas de... Tu sais, le système est épuisé. On n'arrête pas d'en parler. Les clients ils disent qu'on donne un excellent travail, tout ça. Mais on est pogné à la gorge. Puis on a de la misère à s'exprimer dans la grosse machine que sont les systèmes de santé. Donc, dans la recherche, justement, l'écoute, pas juste des gestionnaires ou des gens qui ont un peu plus de temps, qui peuvent se libérer, qui ont des études bachelier et plus, c'est souvent ça qu'on voit, qui remplissent des papiers, puis qu'on doit remplir des papiers, puis aller dans le sens. Parce que c'est souvent ça, ils nous disent de japper de la même manière qu'eux autres, sinon on se fait tasser dans le coin, puis on se fait dire de fermer nos gueules, entre guillemets. Donc, si on veut vraiment que le système change, il faut aussi écouter les travailleurs qui sont directement en lien avec les clientèles qui sont plus vulnérables, autant en soins physiques qu'en soins. Là, moi, je suis en soins au niveau mental. Donc, on est directement lié avec eux autres. Souvent, on a des rapports, des commentaires, même si on est intervenant, puis des fois, on est encadrant, puis c'est pas toujours apprécié de leur part. Mais on a souvent des commentaires de leur part, puis de la détresse qui nous est dit. On n'est pas capable de renvoyer un peu plus haut pour justement que ça change. La seule affaire qu'on est capable de répondre, c'est pas nous autres qui prennent les décisions. On comprend très bien votre situation, votre émotion. Nous autres et tout, on vit de la frustration, mais on peut rien faire. On a beau en parler. Des fois, même, on propulse, on dit, si vous avez des membres de famille qui peuvent se plaindre, si vous pouvez vous plaindre, aller appeler telle personne, c'est vous qui allez faire changer les affaires, c'est pas les travailleurs. Parce qu'on n'a aucune voix. On n'est vraiment pas écouté, on est même étouffé, écrasé souvent. Donc, c'est vraiment malsain. Puis je regarde mon père qui a été 35 ans dans le domaine hospitalier comme infirmier, puis c'était la même chose. Il est à retraite. Donc, le système n'a pas changé depuis. Il est très, très, très élitiste.
va vraiment falloir revoir la base de réécouter les travailleurs de terrain. Puis moi, j'en ai des gens là, que je pourrais référer au ministère, que je pourrais référer dans des organismes qui pourraient changer la donne en dedans de quelques mois, quelques années. C'est des experts de terrain, c'est des gens qui ont été infirmiers de rue, c'est des gens qui sont vraiment en lien avec ces communautés-là, puis qui ont une bonne communication, qui comprennent vraiment leur réalité, mais ils ne sont pas plus écoutés que ça, là. Donc, c'est ça, ça serait à redynamiser ça, ou même peut-être pouvoir écrire des cours, des articles. J'ai un infirmier qui, lui, justement, il écrivait des articles à l'Université de Montréal, ouais, c'est ça, à l'Université de Montréal, je crois. Donc, tu sais, pour les communautés autochtones, même chose, il allait dans les communautés directes. Là, il s'est fait tasser parce qu'il y a des bacheliers qui sont arrivés. Mais les communautés, c'est lui qui veut l'avoir. C'est pas les experts qui arrivent de n'importe où, puis qui lui disent, ben, regardez, on va s'asseoir avec vous autres, puis on va vous écouter. Non, non, ils veulent avoir quelqu'un qui, ça fait des années qui tisse des liens de confiance envers eux. Ben, au niveau des communautés autochtones, c'est la même chose, en fait, quand on s'en va au niveau des communautés qui sont plus défavorisées, toxicomanes, maladies mentales. C'est la même chose. Il faut vraiment aller rechercher ces gens-là. Je crois que c'est des gens qui ont une énorme expertise et qui ont beaucoup de pouvoir de changement, le moindrement qu'on leur donne la chance. Donc, je vous remercie. Merci du commentaire. Et puis, je pense qu'on disait je pense que c'est Cathy qui disait ça, on a tous un métier, mais on est tous des citoyens, puis on est tous des citoyens, puis on a tous un métier. L'entreprise de recherche dont on parle aujourd'hui, depuis tout le début de la journée, est une entreprise participative, on l'a dit, et je pense que on reçoit, en tout cas, je pense que mes collègues vont être d'accord avec moi, le message, le commentaire, qui est de dire, dépendamment justement des enjeux qu'on va vouloir attaquer les uns après les autres, puis Julie nous l'a dit, les enjeux de main-d'œuvre, de ressources en sont un, il faudra savoir impliquer l'ensemble des acteurs autour de la question si on veut progresser. Donc je pense qu'il y aura de la place pour non seulement votre commentaire, mais les participations également des professionnels de santé. Un petit commentaire là-dessus. Vous savez, le Vitam est enchâssé. C'est un des centres de recherche qui est dans le CIUS de la capitale nationale. Alors moi, quand j'ai pris la direction de ce centre-là, j'ai découvert le CIUS de la capitale nationale avec un PDG que vous avez entendu ce matin qui est extraordinaire, profondément engagé à nous aider justement à remplir cette responsabilité-là sociale. Mais moi, j'appelle le CIUS ma grosse bébite d'amour. C'est une organisation qui est immense avec des couches multiples. Alors, il y a des gens extraordinaires dans cette organisation-là, mais on a à vivre avec des organisations dont l'agilité, la réactivité. Je me permets ce commentaire-là parce qu'il y a des gens là-dedans de très, très bonne volonté, mais l'organisation est tellement grosse. D'où la nécessité d'avoir finalement des pouvoirs décisionnels décentralisés. Je me permets ce commentaire-là parce que ça fait maintenant quelques années que je suis dans cette organisation-là, puis il y a énormément d'hommes et de femmes de bonne volonté, mais ce sont de grosses machines. Effectivement. C'est plein de bonnes personnes, effectivement, mais puis on vit aussi au ministère. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment de mauvaise volonté, mais des fois, la grosseur de la machine, l'ampleur de la tâche fait qu'il y a des décisions qui, des fois, échappent. Et puis, je pense que de valoriser le savoir expérientiel, je pense que c'est ce qui ressort beaucoup. C'est un des messages clés de la journée. Guy, tu as un commentaire? Ça va me faire bouger, tu sais. L'activité physique, c'est bon. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais je veux juste comprendre. Quand le ministère décide de faire des changements fondamentaux dans sa structure, sa gouvernance, on a eu la réforme Barrette, et cette année, il y a un changement majeur qui s'en vient avec
l'Alliance de la santé, en tout cas, je ne sais pas si j'ai le bon terme, là. Est-ce que la recherche est interpellée à l'intérieur du ministère pour sortir des données probantes sur... Est-ce que ce modèle-là, parce que moi, le dernier commentaire que je viens d'entendre, c'est que c'est devenu tellement des immenses paquebots, mais je suis sûr que des recherches auraient pu démontrer qu'on s'en allait directement dans le mur avec ce genre de structure-là. Mais est-ce que vous êtes interpellé, pas pour justifier politiquement, mais en termes d'avoir des données probantes sur tel type de gouvernance, tel autre type qu'on va mettre en place cette année? Alors, ce n'est pas une question pour vous embarrasser. Je ne veux pas vous amener sur le plan politique, là. C'est ça. C'est toujours très complexe, ces changements-là qui se préparent, parce qu'évidemment, c'est fait souvent en vase assez clos. Il y a peu de personnes impliquées. Donc, oui, nous, on est mis à contribution comme l'ensemble du ministère pour nos secteurs plus particulièrement. Mais c'est sûr que bon, c'est des décisions qui se passent à très haut niveau, donc on n'a pas l'ensemble de l'œuvre qui nous est exposée là, donc, avant qu'on on ne vous a jamais demandé de faire une recherche pour développer des données probantes sur les modèles de gouvernance qui seraient les plus performants de notre système de santé? Il y a des chercheurs qui sont consultés. Mais ça ne passe pas directement par ma direction. Je pense que c'est au niveau des autorités que les consultations se font. Mais vous comprenez, l'idée, c'est que comme citoyen, des fois, on a l'impression que ça arrive de nulle part, ces réformes-là, puis c'est strictement politique, alors que pour moi, la décision politique d'une gouvernance A ou B devrait s'appuyer sur des modèles qui sont peut-être été expérimentés ailleurs, qu'on serait capable de voir. Puis il me semble que la recherche est un élément pour objectiver les choses. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on ne le fait pas dans notre ministère, mais ça, c'est pas votre responsabilité, là. Ouais, ben, nous, on le fait pour ce qui est de la mission universitaire, la valorisation de la mission universitaire. Donc, ça, c'est sûr qu'on se base sur les données probantes. On a des revues de littérature extensives, puis on travaille beaucoup avec les fonds de recherche aussi. Pour ce qui est de l'ensemble du système de santé, ben, il y a des organismes d'expertise aussi qui sont consultés, là, que ce soit l'INSPQ, l'INES... Bien, merci. Ça finit? Beaucoup. Oui, je pense que oui, on va y aller avec les remarques de conclusion. Merci beaucoup, Julie, pour cette participation généreuse.